Voici le plan que nous allons suivre. Après des généralités, on passera aux revues médicaments disponibles qui sont de deux ordres, les insulines et les antidiabétiques oraux avec les différentes familles existantes. Le diabète, bon, il faut rappeler que c'est quand même un problème émergent de santé publique. Il y en existe deux types. Le premier, le type 1 qui est insulinodépendant et le type 2 qui est non insulinodépendant. C'est celui-là d'ailleurs qui connaît une croissance exponentielle et qui représente une vraie pandémie à l'échelon mondial. L'hyperglycémie, qui est bien sûr la principale caractéristique du diabète, elle est dangereuse, c'est vrai, à court terme, mais c'est surtout à long terme avec les lésions micro-angiopathiques, ce qui favorise l'apparition. Ça réduit malheureusement la durée de vie des patients. Cette maladie se définit par une hyperglycémie chronique. Là, c'est surtout qui est mise en évidence par au moins de glycémie supérieure à 7 millimoles ou bien 1,26 g par litre. C'est vrai que l'unité reconnue internationalement c'est le millimoles, mais chez nous on utilise toujours le gramme par litre. Cette hyperglycémie, donc, c'est tout simplement une carence d'insuline qui est la principale hormone hypoglycémiante. Ça peut être dû à deux mécanismes différents, soit une destruction tout simplement des cellules pancréatiques, des cellules bêta, de l'ingérence au niveau pancréatique. Donc la sécrétion d'insuline n'est plus assurée, soit une carence relative chez des patients où on a surtout une résistance à l'insuline. Et donc une hypersécrétion compensatrice est nécessaire pour justement éviter cette pathologie. C'est ce qu'on trouve chez le diabète type 2 ou non insulinodépendant. C'est un exemple de l'homéostasie pour la glycémie quand elle est plus ou moins à l'état normal, quand elle est conservée à environ 1 g par litre. Quand il y a augmentation de glycémie, donc c'est les cellules bêta qui vont synthétiser l'insuline, ça va entraîner une augmentation du stockage de glucose et en même temps une libération de ce glucose. Donc tout ça au niveau de du foie, des muscles et des tissus adipeux. Et aussi en cas d'hypoglycémie, c'est les cellules alpha qui interviennent avec la synthèse du glucagon qui a l'effet inverse de l'insuline, que ce soit dans un cas que dans l'autre. Tout redevient normal grâce à cette homéostasie physiologique. Bon, ça c'est des chiffres exprès. Je présente cette carte parce que déjà en 2003 on parlait de 189 millions et on projetait qu'en 2025 il y aura 324 millions, sauf que en 2013, déjà en 2013 on était à 324 millions. Aujourd'hui on dépasse largement les 400 millions au niveau international, donc dans le globe en général. Ça aussi, donc, ça montre un petit peu la projection entre 2014 et 2045. Et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout ça, c'est cette augmentation vertigineuse de à peu près 50% dans les années à venir, ce qui représente quand même un vrai handicap pour la santé publique. Ça aussi, donc, ce que vous devez savoir à propos de la pandémie. Donc, c'est un petit peu les différents symptômes. Ce qu'on doit savoir sur le diabète de type 1, le diabète de type 2. Et puis, malheureusement, voici les complications. C'est surtout au niveau cardiaque, au niveau rénal, au niveau ophtalmique. Et puis, malheureusement, les amputations, surtout des membres inférieurs. Bon, ça, c'est un petit peu quelques chiffres qui montrent un petit peu l'ampleur du phénomène. Cette augmentation vertigineuse entre 1980 et 2014, quand même, qui est plus ou moins doublée. Et c'est surtout un problème qui est plus présent dans les pays en voie de développement. C'est malheureusement, comme je disais tout à l'heure, une cause majeure de ces handicaps, la cécité, l'insuffisance rénale, l'incidence problèmes cardiaques, les AVC et les amputations des membres inférieurs. Au Maroc, il faut dire qu'un adulte sur 13 est atteint du diabète
et ça représente chez nous la première cause de mortalité d'handicap. Ça, c'est aussi des chiffres qui montrent un petit peu que à quel âge on peut avoir donc le décès dû à l'hyperglycémie survient avant l'âge de 70 ans. Donc l'OMS prévoit que d'ici 10 ans, le diabète sera la 7e cause de décès dans le monde. Donc il ne faut pas oublier que quand même que le traitement, avant le traitement pharmacologique, une alimentation saine, une activité physique régulière, un poids normal et éviter les consommations d'alcool, tout ça c'est de bons moyens pour retarder l'apparition de cette pandémie qui est le diabète de type 2. Puisque ce régime alimentaire, entre autres, cette activité permet de traiter le diabète et surtout d'éviter ou de retarder les conséquences désastreuses que ça peut avoir, cette pathologie à moyen et à long terme. Bon, les données au Maroc, il faut dire que bon, c'est surtout cette hémoglobine glyquée, le dosage de l'hémoglobine glyquée qui reflète le niveau de glycémie sur les 3 derniers mois, qui est plus ou moins à la base aujourd'hui pour un petit peu bien classifier le diabétique. Chez nous au Maroc, on considère que le diabète de type 2 apparaît chez une personne qui a une hémoglobine glyquée supérieure à 7%. Ici, je vous ai apporté deux cibles, de références cibles pour deux sociétés différentes, américaines et européennes. L'une prévoit que la cible doit être inférieure à 6,5 et l'autre prévoit que la cible doit être inférieure à 7% de l'hémoglobine glyquée pour justement classer ce malade parmi les diabétiques ou non. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'hémoglobine glyquée qui est prise en compte au lieu de la glycémie à jeun comme ce qui était le cas auparavant. Alors la stratégie thérapeutique utilisée pour le diabète, surtout de type 2 parce que le type 1 il n'y a que l'insuline, donc bien sûr en complément, ça c'est très important, des mesures hygiéno-diététiques. Il faut donc pallier la carence d'insuline quand on a un diabète de type 2 où il n'y a pas vraiment de l'insuline n'est plus sécrétée. On favorise l'utilisation aussi de l'insuline endogène en cas de carence relative. Donc il y a deux façons, soit on augmente la sécrétion, comme c'est le cas avec les sulfamides et les glucides, soit on augmente l'utilisation périphérique de glucose, comme c'est le cas des biguanides. Toujours dans la stratégie thérapeutique, on limite la quantité de glucose absorbée par les inhibiteurs de la alpha-glucosidase. Et enfin, on augmente l'excrétion urinaire par ces inhibiteurs SGLT2 qu'on verra en détail tout à l'heure. Alors bon, l'arsenal thérapeutique disponible, le voici. Donc il y a l'insuline, premier lieu, donc ça c'est pour tout ce qui est diabète de type 1. Il y a la deuxième famille, les biguanides, les sulfamides hypoglycémiants, les glinides, les inhibiteurs alpha-glucosidase intestinale, les incrétinons mimétiques et enfin les inhibiteurs SGLT2 avec chacune un petit peu leur mode d'action qu'on traitera en détail. Ce qu'on recherche justement comme effet utile en clinique, ils sont de 4 ordres. Premièrement, bien sûr, la baisse de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée. Et ça, on le trouve avec toutes les classes pharmacologiques. Deuxièmement, on doit réduire les événements microvasculaires. Ça, par contre, il n'y a que l'insuline, les biguanides et les sulfamides hypoglycémiques qui ont cette propriété. Aussi la réduction des événements macrovasculaires. Toujours l'insuline et les biguanides ici. Et donc pour les problèmes, les événements macrovasculaires, c'est surtout aussi donc les agonistes des récepteurs GLP1 qui apparaissent. Et enfin, l'allongement de la survie avec toujours donc l'insuline, les biguanides, les inhibiteurs de la SGLT2, ce qui fait qu'à partir de là, on pourra facilement en déduire que quand même l'insuline et les biguanides sont les molécules à utiliser en premier lieu quand il s'agit de diabète de type 1, l'insuline et diabète de type 2, donc c'est les biguanides. Les autres, c'est en fonction de chaque malade.
Alors donc on commence par l'insuline en disant que bon, l'insuline, bon, c'est l'insuline humaine aujourd'hui utilisée surtout qui est obtenue par génie génétique. Bon, on la prépare en association avec le zinc ou avec la protamine pour la rendre un peu plus lente. C'est ce qui explique un petit peu les différentes cinétiques existantes, surtout après résorption par injection sous-cutanée, parce que malheureusement l'insuline n'existe que par voie injectable pour le moment. Il y a des insulines modifiées, bien sûr qu'on modifie quelques acides aminés pour avoir des actions cinétiques plus ou moins différentes. C'est pour ça que la classe cinétique d'une insuline, ça reste sa principale caractéristique pratique pour le traitement. Ça dépend de sa vitesse de résorption. Et puis, donc, ça va déterminer si on a une action rapide de l'insuline. C'est surtout à utiliser juste après un repas, ou plutôt lente pour donc constituer un plateau d'insulinémie tout au long de la journée. Donc, le but de l'insulinothérapie, c'est toujours bien sûr de rapprocher le plus possible des besoins physiologiques de l'insuline. La cinétique des insulines, il y a 3 paramètres pharmacocinétiques. Donc, le début du traitement, la période d'activité maximale et la fin d'action. C'est ce qui caractérise un petit peu ces différentes insulines, ce qui nous donne 4 grandes catégories. Il y a la classe cinétique rapide. La classe cinétique rapide optimisée, donc un peu plus lente. Donc ça c'est obtenu par génie génétique. C'est surtout les analogues rapides, ce qu'on appelle l'ISPRO et Aspart. C'est un petit change, c'est des changements au niveau des acides aminés de l'insuline humaine. Il y a la classe cinétique intermédiaire, comme son nom l'indique, donc il a une action pas rapide, mais donc c'est plutôt intermédiaire. C'est surtout des insulines associées à la protamine et des insulines zinc. C'est surtout la NPH qui est plus utilisée, puisque l'activité apparaît 1 à 2 heures, et puis donc elle est maximale 4 à 6 heures, et ça persiste jusqu'à 14 heures. Et puis enfin, la classe cinétique lente optimisée, elle est beaucoup plus connue par l'insuline glargine. Et c'est une insuline qui peut persister jusqu'à 24 heures. Voici un petit peu un tableau qui récapitule tout ça. Comme vous voyez, la rapide, donc le délai d'action commence une demi-heure après. Le pic est atteint entre 1 heure et 2 heures. La durée d'action est seulement de 4 à 6 heures. Le reste, donc, selon l'insuline utilisée, voici ces données-là qui les caractérisent des autres. C'est pour ça que, par exemple, pour la lente optimisée, la durée d'action peut varier entre une journée et 1 journée et demie, ce qui est relativement pratique pour des cas bien particuliers de diabétiques. Voici un petit peu le profil pharmaceutique de ces différentes insulines. Et comme vous voyez ici, par exemple, pour la Lispro, l'action est relativement très rapide. Ça, c'est l'intermédiaire. Et puis, donc, les autres, c'est des actions relativement lentes et donc sont étalées sur la journée. Bon, c'est quelques caractéristiques de préparation des insulines, parce que souvent on parle des unités internationales. Si par exemple on prend la référence, l'exemple de 100 unités internationales par millilitre, ça correspond à 3,6 mg, soit à 0,6 millimol. Donc 100 unités, c'est 3,6 mg ou 0,6 millimol. Voici un petit peu le profil pharmacocinétique des différentes insulines. Ici par exemple une insuline à 100% rapide. Voici comment ça se passe. Donc l'action est relativement rapide. Quand on a une insuline Lispro, là aussi, donc comme vous voyez, l'action est beaucoup plus rapide au début. Elle s'étale moins sur le temps que par rapport à l'insuline normale. Ici, donc, c'est une insuline associée à la protamine pour la rendre plus lente. Et enfin, l'insuline, c'est un mix. Il y a 30% d'insuline rapide et 70% d'insuline lente. Et c'est surtout ce type d'insuline qui est aujourd'hui le plus utilisé par les endocrinologues. Alors, les bases physiopathologiques de schéma d'insuline, c'est toujours basé sur le moment des repas, puisque souvent on prend une insuline rapide au moment du repas.
qui va avoir donc une action bien sûr immédiate, et une insuline lente, semi-lente, qui va couvrir entre les repas. Alors les objectifs glycémiques qu'on doit fixer, c'est justement une glycémie à jeun en moyenne de 1,6 g, sans toutefois dépasser 1,50 g, que occasionnellement. La post-prandial est aussi importante à prendre en compte, puisque ça ne doit pas dépasser 1,8 g, que très occasionnellement là aussi. Donc ça, c'est les objectifs pour la glycémie. Alors bon, il y a les moyens de mesure mis à notre disposition aujourd'hui sont très nombreux. Il y a ces petits appareils là qui peuvent mesurer donc la glycémie avec une précision plus ou moins importante. Et puis il y a ces électrodes autocollantes qu'on met donc qui permettent une mesure en continu de la glycémie. C'est un peu beaucoup plus performant. Et c'est encore malheureusement pas encore très répandu chez nous au Maroc. Bon, ça c'est un schéma un petit peu pour l'adaptation de la dose. C'est simplement pour avoir une idée sur la dose qu'on doit utiliser au début et comment on doit ajuster en fonction de la glycémie. Bien sûr, toujours en faisant attention à ce risque hypoglycémique relativement grave qu'il faut tenir compte et qu'il faut essayer d'éviter au maximum. Alors voici un petit peu les différentes formulations galéniques qui existent. Donc c'est la première formulation galénique, donc c'est simplement une injection par des seringues spéciales pour l'insuline. Après, il y a eu des stylos qui sont apparus, et puis après, c'est des stylos jetables avec des pré-remplis par tel type d'insuline. Et enfin, cette pompe un petit peu spéciale qui va donc injecter de l'insuline en fonction du besoin du corps. Donc c'est bien sûr de l'activité physique en fonction des repas, etc. Alors on passe après donc à l'autre famille qui sont les antidiabétiques oraux. Les antidiabétiques oraux, donc on va rappeler un petit peu la physiopathologie. Voici, ça c'est les glycides quand ils arrivent, donc de toute façon c'est des glycides complexes. Il y a des enzymes qui interviennent, et puis donc il y a une absorption au niveau du système vasculaire. Le pancréas donc va plus ou moins sécréter l'insuline en fonction du besoin du corps. Pour ça que ici par exemple c'est les inhibiteurs de l'alpha-glucosidase qui vont agir sur l'absorption. Quant à l'augmentation de l'hyperglycémie, soit suite à la diminution de l'insuline sécrétion, soit à l'augmentation de production de glucose, soit à l'insuline résistance, soit à la réabsorption de glucose. Donc pour chaque situation, soit ce sont les sulfamides, les glymides, les biguanides ou les inhibiteurs, donc en fonction plus ou moins du mode d'action de chaque famille qu'on verra en détail une par. Alors on commence par les biguanides, puisque ça représente quand même une des principales, sinon la principale classe des antidiabétiques oraux. Bon, il y a une seule molécule qui est disponible, qui est la metformine. Et ça, donc, c'est au niveau international. C'est une molécule qui va améliorer la sensibilité à l'insuline. Et donc, elle va diminuer la production hépatique du glucose. Cette utilisation est relativement préférée dans la situation d'insulinorésistance, surtout chez les personnes obèses ou en surpoids. Donc, il doit y avoir déjà une production d'insuline. Et donc, on lève plutôt cette résistance à l'insuline par les biguanides. Ce qui est important avec les biguanides, c'est qu'ils ont montré leur efficacité sur la réduction de la glycémie, bien sûr, de l'hémoglobine glyquée, et surtout la diminution des complications, c'est bien microvasculaires que macrovasculaires liées au diabète. C'est un médicament donc, qui s'administre par voie orale. Heureusement, d'ailleurs, c'est pas ça qu'on les appelle les antidiabétiques oraux, avec une élimination rénale qui est proportionnelle au débit de la filtration glomérulaire sous forme inchangée, ce qui veut dire tout simplement que c'est un peu difficile de les utiliser quand on a un problème d'insuffisance rénale. C'est un mécanisme qui est complémentaire à celui des sulfamides qu'on verra tout à l'heure. Donc, puisque
les sulfamides améliorent la sécrétion d'insuline. Ces produits-là peuvent être prescrits en association avec le traitement par l'insuline, puisque l'objectif c'est d'améliorer la sensibilité donc à cette hormone injectée chez les patients qui ont une insuline résistance, surtout les types de obèses. Et ça permet aussi de diminuer les doses d'insuline nécessaires en cas d'association. Alors comment ça agit? Bon, c'est vrai que ça reste encore mal connu comme mode d'action, mais on sait qu'il a une action double. Ça réduit d'une part l'insuline résistance et d'autre part ça diminue la production hépatique du glucose. Quand on utilise en présence d'insuline, la metformine diminue la néoglycogénèse et la glycogénèse au niveau hépatique, ce qui diminue donc la présence de la glucose en sang. Ainsi, l'insuline a donc une meilleure efficacité. Ça permet des taux relativement bas en glycémie. Alors, les pharmacodynamiques, les effets utiles en clinique, comme on a dit, donc ça a une efficacité sur la baisse de la glycémie et de l'hémoglobine glyquée. Les complications, donc la diminution des survenus de complications a été bien mis en évidence lors d'études, de grandes études prospectives. Parmi les critères, donc les critères intermédiaires, il y a une baisse de la glycémie, absence de poids ou de surpoids. La glycémie à jeun peut être diminuée entre 3 et 4,4 mmol par litre. L'abaissement de l'hémoglobine glyquée jusqu'à 2%, ce qui est relativement important. Le critère clinique, c'est la diminution des complications du diabète, c'est bien microvasculaire comme macrovasculaire. Et cette diminution peut atteindre jusqu'à 32%. Et puis la mortalité aussi, 42%, ce qui est relativement énorme pour un traitement pharmacologique. Voici un petit peu c'est le glycophage, c'est la spécialité la plus connue. Bon, les sulfamides d'hypoglycémie, donc ça c'est une famille des antidiabétiques oraux. Puis là, par contre, il y a plusieurs molécules qui sont commercialisées. Voici quelques exemples. Bon, ils agissent en stimulant la sécrétion d'insuline par les cellules bêta de pancréas. Bon, leur efficacité a été largement démontrée pour ça, donc la glycémie et l'hémoglobine glyquée, puisqu'il y a une diminution importante, relativement moyenne par rapport aux béguanides. Le niveau de preuve est solide pour la baisse des complications microvasculaires. Mais ça reste malheureusement insuffisante pour les complications macrovasculaires et la mortalité, ce qui les différencie des béguanides. Ces produits-là donc sont métabolisés par le foie, peuvent être utilisés en cas d'insuffisance rénale, et simplement jusqu'à un débit de 30 ml par minute. L'effet indésirable, comme tous d'ailleurs les médicaments utilisés pour le diabète, c'est l'hypoglycémie. Le mécanisme d'action, donc c'est par augmentation de l'insuline sécrétion. Et donc, comme on disait tout à l'heure, il est plus ou moins complémentaire des béguanides, ce qui améliore la sensibilité. Alors, comment ça agit? Bon, c'est des produits qui bloquent les canaux potassiques, les sulfamides, donc déclenchent une dépolarisation. Donc, il y a une ouverture des canaux calciques, entrée de calcium, et donc libération de l'insuline. Voici un petit peu un schéma qui montre qu'à partir de cette augmentation de concentration de l'insuline, il y a cette libération, augmentation du calcium, pardon, il y a cette augmentation de sécrétion d'insuline qui est le but recherché pour ce type de traitement. Voici les produits phares qui existent, Dormil, Amaryl, Diamicron, Minidiab, donc ça en fonction de chaque malade. Les inhibiteurs des alpha-glucosidases, c'est des produits qui inhibent d'une façon compétitive les alpha-glucosidases, surtout au niveau de l'absorption. Elle se caractérise par son efficacité relativement modeste par rapport aux deux autres qu'on a déjà vus.
Ça vient surtout en complément des antidiabétiques c'est un complément pour bien sûr le traitement du diabète type 2. Voilà, le mécanisme d'action, c'est une inhibition de façon compétitive de l'hydrolyse des glucides. Donc ça retarde l'absorption des glucides. C'est des produits qui vont être pris en début de traitement. Bon, quelques effets indésirables, pas trop méchants, mais c'est surtout l'hypoglycémie qui peut être pris en considération. La quatrième famille, ce sont les glycides. Ce sont des seules familles hypoglycémiques, qui ont le même mécanisme que les familles hypoglycémiques. Donc c'est souvent, bon, c'est le même mécanisme. Cette particularité des glycides, c'est surtout ça. Donc c'est des produits qui peuvent être utilisés en cas d'insuffisance rénale sévère. Voici, ce qui n'est pas le cas des sulfamides hypoglycémiques. Et c'est pour ça qu'ils sont plus utilisés ces schémas, parce que donc les malades qui ont des insuffisances rénales chroniques sont souvent des diabétiques. Et donc le traitement, c'est surtout les glycides et non pas les sulfamides, tout simplement parce que même avec une insuffisance rénale sévère, on peut les utiliser. Bon, ça aussi, donc c'est la même chose. Il peut y avoir des problèmes au niveau cardiaque. Et puis donc, c'est surtout des produits qui sont utilisés en complément des biguanides, qui améliorent la sensibilité à l'insuline. Et puis, ils n'ont pas leur place dans les situations où on a une insulinosécrétion qui est présente. Aucun intérêt pour le diabète insulino récurrent. Il faut déjà que le malade puisse sécréter déjà une petite quantité de l'insuline pour qu'elle soit efficace. Les incrétinomimétiques, c'est des facteurs dérivés de l'intestin, augmentent la sécrétion d'insuline induite par le glucose. Donc le terme incrétine vient de ça, intestin secreted insuline. Donc c'est là où ça vient ce terme. Les incrétines, il y a le GLP1, c'est le glucose like peptide 1, et le GIP pour le glucose dépendant insulinotropique polypeptide, qui sont des hormones intestinales et qui agissent donc sur l'homéostasie glucidique, mais à différents niveaux. Donc il y a une action directe sur le pancréas en augmentant l'insulinosécrétion et en diminuant la sécrétion du glucose. Voici un petit peu le schéma de ces deux hormones qui montrent que donc il y a les analogues GP1 vont stimuler l'insulinosécrétion et les autres. Donc voici un petit peu tout au moins les deux familles qui existent. Les analogues GLP1, c'est les incrétines. Voici un nom commercial qui est plus ou moins connu pour cette catégorie. Et les inhibiteurs de la DPP, c'est surtout le Janiva qui existe chez nous au Maroc. Et c'est des produits relativement chers. Bon, il y a deux approches qui ont été développées pour agir un petit peu sur le système, soit des agonistes, donc les analogues GLP1, soit des inhibiteurs des peptides, peptidase 4, également appelé glyptine. Et le schéma qu'on a vu tout à l'heure résume bien ce schéma, ces approches pharmacologiques. Donc l'un comme l'autre entraîne en fin de compte une diminution de la glycémie. Bon, les agonistes du récepteur, voici les différentes DCI qui existent actuellement. C'est des produits qui existent, qui sont utilisés par voie subcutanée. Et les inhibiteurs de la DPP4, quant à eux, c'est mis par voie orale. C'est ce qui fait un petit peu la différence entre ces deux familles appartenant aux incrétinomimétiques. Bon, les effets indésirables sont relativement supportables. Enfin, les inhibiteurs de la SGLT, de ces inhibiteurs de la réabsorption tubulaire du glucose,
C'est relativement une nouvelle classe d'hypoglycémie qui est récemment commercialisée. Bon, en Europe, on en trouve ces différentes molécules. Au Maroc, ils ne sont pas encore disponibles toutes. Ils ont un mécanisme d'action original puisque ça passe par une inhibition de un cotransporteur de réabsorption. Pardon. Donc, ça inhibe le cotransporteur de réabsorption de glucose et de sodium dans le tube contourné, ce qui est un petit peu original par rapport aux autres modes d'action. Bon, l'amélioration de l'hémoglobine reste modeste par rapport au moins au biguanide qui reste la molécule de référence. Il y a la possibilité de les utiliser en prise orale, en prise unique par voie orale. Sauf qu'en cas d'insuffisance rénale, ils sont inefficaces. Alors leur place dans la stratégie thérapeutique reste plus ou moins à préciser. C'est vrai qu'il y a des essais qui ont montré quand même une mortalité du fait de donc c'est une publication qui a été faite en 2015 qui a montré une réduction de la mortalité, de la morbidité chez les patients diabétiques. Ce qui fait qu'ils ont quand même ce point important. Cette famille-là pourrait, dans cette population à haut risque bien sûr, les maladies chez les malades cardiovasculaires, peut être proposée en première ligne, parce que malheureusement, souvent ces malades cardiaques, il y a toujours cette pathologie diabétique présente, et donc c'est parmi les indications, les premières indications de ces inhibiteurs de la SGLT2 chez les diabétiques ayant des pathologies cardiaques sous-jacentes. Bon, enfin, je termine en disant que bon, on est toujours à la recherche de l'antibiotique, dans l'antidiabétique idéal qui doit entraîner une baisse efficace de l'hémoglobine glycée, éviter les hypoglycémies comme effet secondaire. Il doit être bénéfique pour le poids avec peu d'effets secondaires et une simple voie d'administration, si c'est possible, éviter la voie injectable. Il doit démontrer une bonne tolérance aussi bien à court qu'à moyen qu'à long terme et diminuer la pression artérielle qui est toujours présente chez ces malades et démontrer enfin une protection au niveau rénal et au niveau cardiovasculaire. Bon, ce sera l'antidiabétique oral idéal, mais nous sommes en 2020, on n'est toujours pas arrivé là. Espérons que l'avenir nous apportera des bonnes nouvelles. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt, Inch'Allah.